Bonsoir à tous. Le soleil vient de se coucher une dernière fois sur l'année 2020. Je vous propose donc de faire un petit tour dans l'Upside Down, pour vous repasser quelques histoires du début de ma chaîne, et donner ainsi l'occasion aux nouveaux venus de découvrir mes premières histoires, et aux autres de les revoir. J'espère que cette première rétrospective de l'année 2020 vous plaira. On se retrouve à la fin, pour une petite conclusion. Tout a commencé il y a quelques semaines avec l'achat du jeu vidéo Animal Crossing New Horizons. Un jeu de simulation où on arrive sur une île déserte avec 2 autres villageois qui ont une apparence animale. Le but est de développer son île, la rendre agréable, y faire venir de nouveaux résidents et magasins, récolter des matières premières, capturer des insectes, pêcher des poissons, chercher des trésors. J'avais joué au précédent opus sur Nintendo 3DS en 2013 quand j'étais au collège, et j'avais adoré ce jeu. Je passais tout mon temps dessus. J'en avais vraiment un excellent souvenir, alors quand j'ai vu que ce jeu sortait sur Switch et qu'il comprenait beaucoup de nouveautés par rapport au jeu précédent, je n'ai pas pu résister à me le prendre, espérant revivre d'aussi bons moments. J'étais désormais étudiant à la fac et ce jeu tombait à point nommé. À cause du confinement lié à l'épidémie de coronavirus, la fac avait fermé et nous avions plus le droit de sortir de chez nous, sauf pour faire des courses et prendre l'air. C'est dire que le temps me semblait long dans ma chambre d'étudiant. À peine le jeu démarré, la magie a opéré, du moins au début. J'ai retrouvé quelques personnages déjà connus comme Nook, l'agent immobilier, Mélie et Mélo, les 2 vendeurs jumeaux. J'étais déçu de ne pas voir Marie, la secrétaire, mais elle a fait son arrivée sur l'île après quelques jours de jeu intensif. J'ai aussi retrouvé Thibaut et son musée, bref, tout y était. J'étais si heureux. Le premier jour, j'ai passé toute la journée à jouer. J'avais déjà remboursé le prêt engagé auprès de Nook pour changer ma tente de départ en maison. La maison serait terminée le lendemain matin. Je suis donc allé me coucher, n'ayant qu'une hâte de me réveiller pour voir à quoi allait ressembler ma maison. Les jours suivants, j'y jouais de plus en plus, retardant l'heure du coucher. Et des fois même attendant 5 heures du matin qu'une nouvelle journée commence dans le jeu pour voir les nouveautés. En effet, dans le jeu, la nouvelle journée débute à 5 heures du matin. C'est alors là que tout est réinitialisé pour intégrer les nouveautés de la veille. De toute façon, je n'avais plus besoin de me lever pour aller en cours, donc passer une nuit blanche n'était plus un problème. J'étais encore plus addict que lorsque j'étais ado. Ma vie prenait désormais les couleurs vives de cette île paradisiaque et m'éloignait de la triste réalité du monde actuel, rongé par une pandémie dont on ne voyait pas la fin. Un jour, je me suis surpris lors d'une conversation avec Thibaut, le conservateur du musée, à comprendre quelques mots. En effet, dans ce jeu, les dialogues à lire sont accompagnés d'une voix de synthèse qui lit certaines lettres du texte pour donner l'impression d'un langage inintelligible tout en restant familier. Cependant, jusqu'à présent, on pouvait vaguement reconnaître certains mots, mais il me semblait que les voix devenaient de plus en plus compréhensibles. J'ai tout d'abord mis ça sur le compte du nombre d'heures passées sur le jeu et d'une accoutumance à ces sons qui me faisait reconnaître ces mots, mais le phénomène s'est amplifié et au bout de quelques semaines, je n'avais plus besoin de lire les textes. Les résidents parlaient une langue que je comprenais. Étant donné que le confinement avait encore été prolongé, je n'avais personne à qui montrer ça afin de savoir si ça venait de moi ou si les voix du jeu devenaient volontairement intelligibles au fur et à mesure de notre progression. Peut-être afin de donner l'illusion aux joueurs qu'à force de jouer et d'interagir avec les résidents, ils finiraient par comprendre leur langue. Cependant, si les choses s'étaient arrêtées là, je n'aurais pas pris la peine de vous raconter mon histoire. À partir du moment où j'ai pu comprendre ces voix, j'ai aussi commencé à les entendre. Quand je vous dis que j'ai commencé à les entendre, je ne parle bien sûr pas de ces moments où je jouais à ce jeu, mais justement, lors des courts instants où je n'y jouais pas. Un soir, fatigué, j'ai décidé de quitter le jeu vers 23h. C'est alors que j'ai entendu une voix, celle de Patty, une nouvelle arrivée dans mon village, me disant « Tu nous quittes déjà ? Viens me voir, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Au début, je n'y ai pas cru, mais la tentation était trop forte. Même s'il s'agissait d'une illusion, j'avais de nouveau envie de jouer à ce jeu. J'étais en manque, alors que ça faisait même pas un quart d'heure que je n'y jouais plus. J'ai alors allumé ma console, lancé le jeu, et je suis allé voir Patty. Elle est venue vers moi, comme c'est le cas quand un résident a quelque chose à vous dire, et je n'ai pas cru ce que j'ai entendu. Elle m'a dit une chose dont je n'ai pas très bien compris le sens au début. Elle m'a dit « Nous serons bientôt là ». Dans le doute, j'ai alors regardé le texte, afin de vérifier si j'avais mal compris, et en effet, le texte était tout ce qu'il y avait de plus banal. J'ai mis ça sur le compte de la fatigue et je suis retourné me coucher. Le lendemain, je devais aller faire des courses. J'ai donc décidé d'y aller avant de lancer le jeu car si je lançais le jeu, je sais que lorsque je referais surface, tout serait déjà fermé. Comme d'habitude, les rues étaient désertes, l'épicerie aussi. J'ai pris le nécessaire pour manger toute la semaine et arrivé à la caisse.
j'ai entendu une voix qui me paraissait familière. J'aurais juré que le caissier avait la voix de Mélie, le caissier d'épicerie dans le jeu. Je commençais à me dire que le jeu venait à prendre une part trop importante dans ma vie, au point de me donner des hallucinations. Le plus déroutant était à venir. Lorsque j'ai lancé le jeu, j'ai décidé d'aller voir les nouveautés dans l'épicerie, afin de voir s'il y avait un élément de décor pour ma maison ou de nouveaux vêtements pour mon personnage. En arrivant dans la boutique, j'étais accueilli par Mélie et Mélo, comme d'habitude. Sauf que Mélie m'a dit une phrase qui m'a glacé le sang. Il m'a dit « Content de te revoir déjà. J'espère que tu as pris le temps de ranger tes courses. » Le plus troublant, c'était que cette fois-ci, le texte disait vraiment la même chose. Et pour avoir joué autant à ce jeu, je sais que ça ne faisait pas partie des répliques habituelles du personnage. J'avais le choix, soit répondre oui, soit répondre non. Je savais que lorsque j'étais rentré, j'avais laissé tout dans le sac car j'avais trop hâte de démarrer le jeu. J'ai décidé de répondre honnêtement pour voir ce qu'il se passerait. Et là, Mélie m'a dit de me dépêcher de ranger mon sac et de bien mettre les yaourts dans le frigo. Je n'avais plus de doute, soit je devenais fou, soit il se passait vraiment quelque chose de bizarre. Depuis ce jour, je ne jouais plus au jeu comme on est censé y jouer normalement. Il y avait même plus de quête à faire, je dialoguais avec les résidents et lorsqu'un résident me posait une question, les propositions de réponse me laissaient le choix entre une réponse vraie et un mensonge, entre l'honnêteté ou l'hypocrisie. Mais même si cela m'a paru plus qu'étrange au début, voire même effrayant, j'ai fini par y prendre goût. N'ayant plus aucune relation sociale car devant rester confiné, cette anomalie du jeu a comblé un manque en moi. Ce que je ne voyais pas, c'était que le piège était en train de se refermer. Une nuit, après avoir éteint le jeu, j'ai entendu frapper à ma porte. J'aurais juré entendre la voix de Teddy, un autre résident. Il m'a appelé par mon pseudo dans le jeu et m'a demandé de lui ouvrir, car il était en danger. Pris de panique, je n'ai pas pu bouger, et j'ai entendu les pas s'éloigner de plus en plus vite. Lorsque j'ai rallumé le jeu le lendemain matin, Teddy avait été déclaré disparu, et sa maison était fermée. Après avoir essayé d'entrer en vain chez Teddy, j'ai croisé Kat. Elle a débuté une conversation, me reprochant de ne pas avoir ouvert à Teddy. S'en est suivi une animation où Kat s'est mise à pleurer, avant de me dire une chose qui m'a bouleversé. Nous sommes réels. Troublé par l'ampleur que prenait ce jeu dans ma vie, j'ai décidé d'aller me dégourdir les jambes. Je n'avais pas suivi les actualités, mais aux dernières nouvelles, nous avions toujours le droit de sortir dans le quartier une fois par jour, dans la limite d'1 heure maximum. J'en profiterai pour faire quelques courses au passage. Je suis donc sorti de ma résidence universitaire pour faire le tour du quartier et je me suis arrêté à l'épicerie. Je m'étonnais du changement de décor. À l'intérieur de l'épicerie, tout avait été entièrement refait. Après un tour dans les rayons, je finis par comprendre pourquoi ceux-ci, bien que c'était la première fois que je les voyais, me semblaient si familiers. L'épicerie était dans le même style que celle de Mélie et Mélo. Mon étonnement a encore grandi lorsque je suis allé à la caisse et que j'ai vu les deux vendeurs. D'apparence humaine, mais avec de forts traits de ressemblance avec Mélie et Mélo, et une voix identique. Ils semblaient également me connaître, et poursuivaient des dialogues que j'avais eus avec eux dans le jeu. Je sortis de l'épicerie, j'étais déboussolé, et lorsque je pensais retrouver un semblant de réalité une fois sorti, mon étonnement a atteint son paroxysme. Je me trouvais plus dans mon quartier. Le monde qui m'entourait était la copie parfaite de mon île dans le jeu. À un détail près, tout semblait si réel, même si, dans mon cas, j'ai du mal à définir ce qui est désormais la réalité. Je suis donc rentré chez moi, enfin dans ce qui est ma maison dans le jeu. Le côté positif est que cette maison, avec toutes les clochettes que j'ai dépensées pour l'améliorer, est beaucoup plus spacieuse et confortable que ma chambre d'étudiant. J'ai retrouvé la Switch que j'avais eue en cadeau dans le jeu, sur la table de ma chambre, telle que je l'avais installée. Mais lorsque je la lançais, il ne s'affichait uniquement un écran rouge avec le logo de la console, en blanc, comme dans le jeu. Vers 18h, j'ai entendu quelqu'un frapper à ma porte. C'était Nook, il venait aux nouvelles. Il me demandait si j'étais bien installé chez moi, et je lui expliquais la situation. Et c'est là qu'il m'a dit une phrase qui a pris tout son sens. « Nous sommes là maintenant, à moins que ce soit toi qui nous aies rejoints finalement. » C'est alors que je repensais à cet échange que j'avais eu avec Patty, au début où tout cela avait commencé, et où elle m'avait dit qu'il serait bientôt là. Peu à peu, les souvenirs de mon ancienne vie commencent à s'évaporer, pour faire place à mes souvenirs sur cette île, à mon arrivée ici, pas vraiment la mienne, mais celle de mon personnage. Et puis, ce soir où Teddy a frappé à ma porte. Désormais, lorsque je repensais à ce détail, je ne me voyais plus dans ma chambre d'étudiant, mais dans ma maison, dans le jeu. Et que dire de cet environnement, qui au début avait un aspect réel, et aujourd'hui est si coloré. Les résidents qui, d'apparence humaine, ont peu à peu pris une apparence animale. Mon apparence aussi s'est mise à changer. Suis-je un joueur devenu fou ou
Suis-je le personnage d'un jeu vidéo? Je rédige cette histoire avec les derniers souvenirs qu'il me reste de ma vie passée. Mais en relisant le début de mon récit, celui-ci me semble déjà bien étranger. Je vais mettre ces pages dans une bouteille, la poser sur la plage. Et laisser la mer emporter. Et peut-être, qui sait, qu'un résident d'une île voisine, contre les parageoires, finira par la trouver. Oh, ma tête. Ouf. Où est-ce que je suis? C'est quoi cet endroit? Et pourquoi il fait si sombre? Tu ne le sais donc pas? Qui êtes-vous? Vous êtes où? Je suis dans la cellule juste à côté de toi. Approche-toi du mur et parle pas trop fort. Il n'aime pas quand on parle entre nous. Qui ça, il? Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Ah, je vois. Il sait pas. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Qu'est-ce que je fais ici? T'inquiète pas. T'es en attente. Tu finiras par sortir un jour. Mais quel est cet endroit? Chaque chose en son temps. Tu pourrais pas le supporter si je te le disais. Je m'en fous. Je veux le savoir. Sais-tu au moins d'où tu viens? Qui tu es? Mais pourquoi cette question? C'est ridicule. C'est pas ça qui va me dire comment j'ai atterri ici. Ah, tu ne le sais donc pas. Si, c'est juste que je trouve ça ridicule. Je veux des réponses. Comme tu voudras. Eh non, partez pas. Revenez. Vous m'entendez? Tout ceci est complètement stupide. Ok, je m'appelle Léo, j'ai 27 ans. Ça vous va? Bien, on progresse. Mais ça ne me dit pas ce que je fais ici. De quoi te souviens-tu, Léo? Mais de rien. Je sais même pas comment je suis arrivé ici. C'est justement ça que je veux savoir. Non, je me suis mal exprimé. Quel est ton souvenir le plus récent? Je venais de commencer le travail, je crois, une livraison, ouais. Ouais, je devais m'occuper d'une livraison. Ah, un livreur à domicile, alors. Je vois qu'il se relâche ces temps-ci. Mais de qui vous parlez à la fin? J'étais capturé? En quelque sorte, on peut dire ça, ouais. Allez, faut se reposer à présent. Tu ne lui dis pas? Mais qui êtes-vous? On est combien ici? Mais tu vas te taire, toi. Si tu dis encore le moindre mot, je lui dis que t'as parlé. C'est ce que tu veux? Tu veux plus voir la lumière du jour jusqu'à la fin de ton existence? Attendez, comment ça? À quoi tu t'attendais, gamin? Qu'un jour à l'autre, notre geôlier vienne et nous libère généreusement? Ah, dire qu'un jour moi aussi j'ai été si naïf. T'en fais pas. Ça te passera avec le temps. Mais c'est impossible! Faut trouver un moyen de sortir d'ici. Et comment? Explique-moi, t'as l'air bien sûr de toi. Je sais pas, on peut le piéger, quand il nous apporte notre repas, par exemple. Simuler un malaise, je sais pas, profiter de la situation. Ça faisait un bon moment que j'avais pas eu autant de distractions. Allez, repose-toi maintenant. Mais qu'est-ce que je fous ici? Ah. Hé, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète pas, je vais juste faire un tour. Comment ça? Vous pouvez sortir? Quand il a décidé ainsi, ouais. Mais bordel, sortez-moi d'ici! Oh non, c'est un cauchemar! Hé, vous m'entendez? Vous pouvez parler maintenant, il est plus là. Si je vous parle, il finira par le savoir. Soyez patient. Mais vous pouvez au moins me dire qui vous êtes et comment vous êtes arrivé ici. De la même façon que vous. Mais ça, je peux pas vous le dire. Et qu'est-ce que ça vous apporterait? C'est pas ça qui vous fera sortir d'ici. Pas ça, ni rien d'autre. Mais si c'est un criminel, il finira par se faire prendre. Il sera arrêté et on nous retrouvera. Détrompez-vous. S'il se faisait arrêter, ça serait pire. Nous pourrions même plus sortir. Mais non. Là où on est, personne pourra nous retrouver. On est où alors? Vous savez? Chut. Il va revenir d'un moment à l'autre. Si ça se trouve, il nous écoute déjà. Si je vous en dis trop, je pourrais plus sortir avant très longtemps. Me faites pas ça. De toute façon, on est prisonniers. Qu'est-ce que ça change? Vous pouvez pas comprendre encore. Chut, il revient. Vous êtes revenu? Non, je me suis enfui. Ça se voit pas? Non, je voulais dire, enfin bref. T'inquiète pas, je te chambre. De toute façon, on va devoir se supporter pendant un bout. Alors, autant passer du bon temps ensemble. Vous êtes sortis? Exact. Il fait très beau d'ailleurs. Mais vous avez pas songé à vous échapper? Tu comprendras assez vite que c'est impossible de s'échapper comme ça. Je crois que si tu veux sortir, faudrait mieux que t'arrêtes de perdre ton temps à penser à des plans foireux. C'est sûr, si vous me dites pas tout non plus.
Quand on sort, on n'est pas totalement libre? Ça se passe comment? Tu verras. Si tu veux sortir, t'as qu'à te tenir à carreau et plus penser à t'échapper. Non, j'ai pas l'habitude de me résigner si facilement. Il faudra bien pourtant. Allez, repose-toi maintenant. Si t'es sage, tu pourras peut-être sortir un bref instant demain matin. T'as de la chance. Je lui ai parlé en bien de toi. Et étant le plus ancien, disons, qu'il m'accorde une oreille toute particulière, ainsi que certains privilèges, comme celui de pouvoir te parler, pour t'aider à t'adapter à ta nouvelle situation. Ah, mais vous êtes tous fous. C'est pas possible. Tu te sens prêt? Comment je pourrais être prêt? J'ai pas dormi de la nuit. Allez, à ce qui paraît, il fait frais ce matin. Un peu d'air pur, ça te fera du bien. Comment vous le savez? Vous êtes sorti? J'ai rien entendu. Non, il me l'a dit. Mais comment? Allez, assez parlé. Est-ce que tu veux sortir? Évidemment, j'en peux plus de cette obscurité. Tu comprends alors pourquoi nous sommes si obéissants? Le moindre faux pas, et c'est l'obscurité pendant un très long moment. Tu promets de pas faire le con? Ai-je le choix? Allez, il va t'ouvrir. T'auras plus qu'à aller au bout du couloir, où tu verras la lumière. Allez, vas-y. Et souviens-toi, pas de conneries. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Comment j'ai fait pour atterrir ici? Je suis libre? Mais où est le couloir? Mais qu'est-ce que je fais devant ce chalet en pleine nature? Faut que je parte, faut que je m'enfuis. Je t'avais dit de pas faire le con, bordel. Mais bon, j'espère qu'il mettra ça sur l'effet de choc que t'as eu. Attendez, comment je me suis retrouvé en pleine nature? Il y avait ce chalet, le couloir avait disparu. Et d'un instant à l'autre, je me retrouve dans cette cellule. Il m'a drogué, c'est ça? Non, malheureusement, la réalité est moins belle que ça. Moins belle? Et comment ça peut être pire? C'est bon, t'es prêt, je vais te le dire. Tu penses t'appeler Léo, mais t'as jamais trouvé étrange de n'avoir que si peu de souvenirs de ta vie passée? Tu n'es qu'une de ces nombreuses personnalités, tout comme moi, Elisa, la femme dans la cellule d'à côté, ainsi que tous les autres à côté qui restent silencieux, par peur de ne pas pouvoir sortir. Nous sommes ses victimes, mais nous n'existons plus que dans son esprit désormais. Tu finis par comprendre ce qui se passe, maintenant? Ceci n'est pas mon histoire. Enfin, on peut dire que ça l'est devenu par la force des choses. Quand votre route croise celle d'un tueur en série, sa folie vous fauche, et il vous tire avec lui dans les abîmes de son esprit. C'est ce qu'il s'est passé ce jour-là. Il s'appelait Léo, avait 27 ans. Il allait de petit boulot en petit boulot. Du moins, c'est ce que je pense. Il était livreur de repas à domicile à l'époque des faits. Je ne me souviens pas de tous les détails. Je sais juste que le piège s'est refermé sur lui, avant même qu'il puisse réaliser ce qui lui arrivait. Ce tueur l'avait ligoté sur un vieux fauteuil d'hôpital. S'en est suivi un interrogatoire, au cours duquel la victime s'est montrée des plus coopératives, dans un vain espoir d'avoir la vie sauve, si son bourreau obtenait de quoi satisfaire son esprit pervers. Mais il se trompait, comme tous les autres avant lui. C'est alors que je suis apparu, avec ses prétendus souvenirs. Moi, la créature de cet esprit malsain, de ce psychophage, ce tueur qui continue de faire vivre ses victimes dans son esprit, absorbant leurs souvenirs, leurs personnalités, pour les ajouter à sa collection. Oui, je suis le résultat du meurtre de Léo, une personnalité créée à partir de cette victime innocente, et qui vit dans la tête de ce tueur. Je me souviens du jour où j'ai appris que je n'étais pas réel, alors que je pensais être ce Léo. Comment l'esprit humain est-il capable d'une telle supercherie? Je sais que je ne suis qu'une de ces personnalités multiples qui résident dans la tête de ce tueur. Mais je sais aussi que je ne suis pas ce tueur sans âme. Je ressens du dégoût envers cet individu, avec qui je partage pourtant ce corps. Je sais que je possède mon libre arbitre. Et aujourd'hui, je compte mettre fin à ces agissements, même si je sais que le tuer revient aussi à me tuer, et à tuer toutes ces autres personnalités innocentes. Après tout, nous ne vivons que dans son esprit. Je ne peux dire si nous sommes réels ou pas. Si être réel consiste à avoir conscience de soi, de son unicité, alors je le suis. Mais si ça implique d'avoir son propre corps, des souvenirs basés sur son vécu, alors je ne le suis pas. Je laisse à d'autres le soin de la réflexion. En ce qui me concerne, je n'ai plus qu'un seul objectif, mettre fin à toute cette folie.
Si aujourd'hui j'ai les moyens de le faire, ce n'est qu'au terme de longs et durs efforts afin de gagner sa confiance. Au début, il me laissait prendre le contrôle que sur de courts instants, pour voir comment je me comportais lorsque j'étais libre de mes mouvements, dans son corps. Ces moments de liberté venaient trancher avec cette pièce sombre, dans laquelle je passais le reste du temps. C'était comme une bouffée d'air frais, un vent de liberté que je n'aurais gâché pour rien au monde. Je faisais donc très attention à bien me comporter. Je savais qu'il me surveillait, alors je faisais en sorte d'agir comme il le souhaitait. Et puis m'est venue cette idée de gagner son entière confiance, pour le prendre à son propre piège. Je voulais l'aveugler par sa propre confiance en moi, pour qu'il finisse par me laisser un contrôle entier sur son corps, sans aucune surveillance. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait pour l'obtenir, mais il faut parfois faire des sacrifices pour éradiquer le mal, même si cela implique de devenir soi-même le mal. Je n'ai rien qui excuse mes actes. Je l'ai fait parce que je le jugeais nécessaire. J'ai tout d'abord montré un intérêt sur ses bonnes actions, comme il les appelle. Oui, dans son esprit, tuer des gens qu'il juge comme des ratés, afin d'absorber leurs âmes pour les contrôler, et ainsi les remettre dans le droit chemin, pour les obliger à penser comme lui. C'est ce qu'il entend par ses bonnes actions. Il se voit comme un sauveur d'âmes égarées, plutôt que comme un tueur. J'ai donc fait en sorte de feindre de penser comme lui. Je l'ai même incité à sauver certaines âmes que je choisissais moi-même. Et puis, j'ai commis l'acte ultime. Je savais qu'il me testait, et je ne pouvais montrer le moindre signe de faiblesse, ni la moindre défaillance de ma part. Lorsqu'il m'a donné le contrôle sur son corps, alors que, couteau à la main, il s'apprêtait à délivrer cette pauvre âme pour s'en nourrir, je n'ai pas hésité une seconde, et j'ai tranché la gorge de ce pauvre innocent. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Je savais que je devais faire plus pour gagner son entière confiance. J'ai donc continué, et je me suis impliqué de plus en plus dans ses crimes, dans mes crimes. Sur la fin, c'est moi qui avais le contrôle du début jusqu'à la fin. Je repérais une âme à sauver, je l'attirais dans mon piège, je lui faisais passer un interrogatoire, et puis, je la délivrais, pour en absorber son essence. J'étais devenu le psychophage. Ce matin, je me suis réveillé avant lui. J'ai écrit ces lignes alors qu'il dort encore. Je vais nous donner la mort avec ce même couteau qui a servi à tuer toutes ses victimes, et je serai enfin libre. J'ai tellement peur de mourir, mais je suis si... Non, non. Pauvre imbécile. Tu crois que j'ai pas vu clair dans ton petit jeu depuis le début? Je te rappelle que nous sommes dans la même tête. Je suis votre créateur. Je peux voir ce que chacun d'entre vous pense au plus profond de lui. Je dois dire que ça m'a bien amusé de te voir tuer tous ces rebuts de la société, alors qu'au fond de toi, tu étais dévasté par ce que je t'obligeais à faire. Parce que tu t'obligeais à faire. Tu as été un très bon équipier. Mais il est temps pour moi de me débarrasser de toi, de te renvoyer au fond du trou, pour ne plus en sortir. Cette histoire s'est passée lorsque j'avais 13 ans, mais elle a encore des répercussions aujourd'hui. J'étais alors chez mes grands-parents pour les vacances d'été. Ils vivaient dans un petit village sur la côte bretonne. Je devais passer 3 semaines chez eux et, comme tous les étés, mon cousin m'avait rejoint. Il avait 2 ans de moins que moi, mais nous nous entendions vraiment très bien, et passions tous nos étés ensemble. Nous allions à la plage, faisions du surf, et les soirées étaient rythmées au son des festoonos, des soirées festives, où l'on pouvait danser et chanter sur de la musique traditionnelle. Mes grands-parents vivaient un peu à l'écart du village, dans une grande propriété, accessible que par des petites routes. C'était une ancienne ferme du 19e siècle, qui gardait tout son charme d'antan. Un jour, ma grand-mère est venue nous voir. Elle venait nous informer qu'un fest-noz aurait lieu le soir même dans le village, et comme elle savait que nous affectionnons tout particulièrement la musique et les danses bretonnes, elle savait que cette nouvelle nous aurait fait plaisir. Nous avons donc attendu la soirée avec impatience, et sur les coups de 21h, nous avons pris la route du village, quelques sous en poche, pour s'acheter la traditionnelle galette saucisse avec sa barquette de frites. Le fest-noz avait lieu sur la place du port. Nous avions une bonne demi-heure de marche, mais nous n'avons pas vu le temps passer, trop occupés à parler de ce que nous allions faire ce soir. Arrivés à proximité du port, nous commencions à entendre le son des binious et des bombardes qui s'échauffaient, avant de commencer à entonner les airs de danse, ce qui, machinalement, nous a fait accélérer la cadence. Nous avons pris de quoi nous restaurer,
afin de profiter au maximum de la soirée quand la musique allait commencer. À notre habitude, nous avons commandé notre galette de saucisse et notre barquette de frites. Puis nous sommes installés à une table pour déguster notre repas, en regardant le trafic des bateaux de plaisance rentrant en port, au son des binious et des bombardes, qui commençaient désormais à s'entraîner sur quelques morceaux simples, aux airs entraînants. Le reste de la soirée s'est déroulé parfaitement bien. Nous nous étions bien épuisés à danser et à gesticuler en rythme sur les différents airs de musique. Il était bientôt minuit et nous devions rentrer. Nous avions un peu joué les prolongations en écoutant le dernier morceau, puis nous nous sommes achetés une glace et avons repris la route. Le chemin du retour avait pris un peu plus de temps. Il comportait plusieurs montées et nous étions beaucoup moins pressés de rentrer. Nous faisions donc de courtes pauses en chemin pour regarder le ciel. Nous étions passionnés d'astronomie et aimions situer les planètes et différentes constellations dans le ciel. Nous avions fini par arriver dans la dernière ligne droite, mais il nous restait encore bien un demi-kilomètre de marche. Le chemin menant à la ferme était bordé des deux côtés par les champs de maïs de mon grand-père. Les tiges de maïs montaient jusqu'à au moins 2 mètres de hauteur, ce qui rendait le chemin beaucoup plus sombre. Heureusement, nous avions nos lampes de poche pour éclairer la route. Soudain, à un moment, ma lampe de poche s'est arrêtée sur ce qui semblait être une branche sortant du champ de maïs pour aller s'échouer sur la route. Ce n'est que quand cette branche, située à environ 4 à 5 mètres de nous, s'est mise à bouger pour s'engouffrer dans le champ, que nous savions que ce n'était pas une branche, mais bien quelque chose de vivant. Nous n'étions pas rassurés de savoir que nous pouvions tomber nez à nez avec un animal sauvage, et avons donc commencé à courir en direction de la maison, dont la lumière du porche d'entrée était visible au loin. Mais soudain, notre course a été brusquement arrêtée dans son élan, par quelque chose sortant brutalement du champ de maïs, à une dizaine de mètres de nous. Par réflexe, j'ai braqué ma lampe vers cette chose, et une vision d'horreur s'est dressée devant nous. Bien que le faisceau de la lampe éclairait beaucoup moins une chose située à une dizaine de mètres, nous avons clairement pu reconnaître une forme ressemblant à un enfant, mais dont la tête était anormalement grosse, avec 2 orbites reflétant la lumière braquée sur eux. Sans réfléchir, et sous l'emprise de la peur, notre réflexe a été de nous engouffrer dans le champ de maïs pour tenter de contourner cette chose qui nous obstruait le passage. En réaction à notre fuite, nous avons entendu cette chose émettre une sorte de cri que nous n'avions jamais entendu. Mais le plus horrible, c'est qu'à ce cri se sont rajoutées des réponses provenant de divers endroits à l'intérieur des champs de maïs dans lesquels nous avions trouvé refuge. Notre sang ne fit qu'un tour et sommes restés figés. C'est à contre-cœur que nous avons éteint nos lampes, rajoutant de l'angoisse à la situation, mais nous rendant un peu plus discrets. Nous sommes restés sans bouger durant un moment, afin de tenter d'écouter les bruits alentour. Puis, en toute discrétion, nous tentâmes de nous faufiler, sans le moindre bruit, entre les tiges de maïs, en tentant de prendre la direction de la maison, mais sans en être totalement sûr, car nous n'avions aucune visibilité. Même le ciel était en grande partie obstrué par les feuilles et les épis de maïs qui se dressaient au-dessus de nos têtes. J'étais à l'affût du moindre bruit, du moindre craquement. Il me semblait les entendre marcher à travers les champs. Je pouvais entendre les tiges s'écarter par-ci, par-là. Mais qui était-il? Qu'est-ce qu'il faisait là? D'où venait-il? Toutes ces questions se bousculaient dans ma tête. Je savais que je vivais une chose surréaliste. Nous voulait-il du mal? C'est alors que l'ultime question est venue hanter mon esprit. Et s'ils se trouvaient aussi dans la maison? Ont-ils fait quelque chose à nos grands-parents? Quelle mauvaise surprise allons-nous découvrir une fois rendus à la maison, pensant être tirés d'affaire, alors que nous nous plongions peut-être encore plus profond dans la gueule du loup. Je n'ai pas eu le temps de m'attarder davantage sur cette effroyable pensée, qu'un crissement de feuilles se fit entendre, juste à côté de nous. Par réflexe, je me suis mis à regarder en direction du bruit, et vis une tête affreuse nous dévisager. Je serra la main de mon cousin, et lui hurla de courir avec moi. Au moment où nous débutâmes notre course, la créature se mit à produire ce même cri affreux que quelques instants auparavant, suivi par d'autres réponses. Je pouvais les entendre courir derrière nous, en entendant les tiges de maïs s'entrechoquer, et le bruit se rapprochant de plus en plus de tous les côtés. Notre course se faisait de plus en plus haletante, quand je crus apercevoir au travers des maïs les lumières de la maison. J'espérais qu'il s'agissait bien de ça, et pas autre chose, mais je n'avais pas le temps de réfléchir à une autre solution. Changer de direction signifiait tomber face à face avec ces créatures, et qui sait quelles étaient leurs intentions. Nous avons donc continué notre course effrénée, nous orientant vers la lumière, et nous avons fini par sortir du champ de maïs, pour atterrir à une vingtaine de mètres de l'entrée de la maison de nos grands-parents.
Je bondis sur la porte et entraîna mon cousin avec moi à l'intérieur, avant de la refermer dans un claquement brusque et sonore. Je regarda aussitôt dehors, par la petite fenêtre située juste à côté de la porte d'entrée, afin de voir si nos poursuivants étaient toujours là, mais tout semblait redevenu calme à l'extérieur. Alertés par le vacarme, nos grands-parents accoururent vers nous, et ma grand-mère poussa un cri d'effroi. Je n'avais rien senti, sûrement à cause de l'adrénaline, mais mon visage, ainsi que celui de mon cousin, était couvert de fines coupures. En effet, nous nous étions coupés avec les feuilles dans notre course à l'intérieur du champ de maïs, qui nous avait fouetté le visage sur plusieurs mètres. J'ai tenté d'expliquer la situation, mais ma grand-mère mettait tout ça sur le compte de notre imagination, pensant que nous avions joué à nous faire peur et que ça avait mal tourné. Sa préoccupation était de nous nettoyer le visage, pas d'entendre nos histoires à dormir debout. L'adrénaline retombant légèrement, je pouvais à présent percevoir la douleur des coupures, et les soins prodigués par la main énergique et agacée de ma grand-mère n'arrangeaient pas les choses. Mais je n'osais pas me plaindre, de peur de la contrarier encore davantage. Une fois cette opération douloureuse terminée, j'ai tenu à insister sur le fait qu'il y avait des gens sur notre propriété. Mais mon cousin ne put se taire et se mit à décrire le petit être blanchâtre, à la grande tête et aux yeux noirs, que nous avions vu sur le chemin. C'est alors que mon grand-père, d'un air totalement désabusé, dit à voix haute : « Vous avez sûrement rencontré le Bugglenose. » Ma grand-mère lui lança un regard agacé. « Ça ne va pas de les effrayer encore plus avec tes histoires ?» Mais mon grand-père est quelqu'un d'assez têtu, et voyant qu'il avait captivé notre attention, et prétextant qu'il ne faisait que nous instruire en nous parlant de notre culture, il se mit à nous raconter la légende du Bugglenose, sous le regard désapprobateur de ma grand-mère, qui veillait à ce qu'il ne nous en dise pas trop, prêt à l'interrompre à tout moment, qu'elle jugerait nécessaire. Le Bugglenose, ou enfant de la nuit, est une légende bretonne. C'était une sorte de jeune berger, dont la tête était disproportionnée par rapport à son corps, petit et maigre. Son teint était pâle, et possédait des grands yeux, très sombres. Il rôdait dans les chemins de campagne, la nuit, et jouait des tours aux personnes se trouvant sur son passage. On dit même qu'il emmenait certaines personnes dans son grand chapeau, qui lui aussi était disproportionné, toujours selon les dires de mon grand-père. Il était encore plus grand qu'une charrette. Et afin d'illustrer ses propos, il nous fit un dessin. À ce moment-là, je m'exclamai : « Oui, c'est ça qu'on a vu. Mais il n'avait pas de chapeau. » C'est alors que mon grand-père nous dit que son chapeau apparaissait quand il était sur le point d'enlever les gens, et descendait du ciel pour se poser à quelques mètres au-dessus de sa tête, puis absorbait les gens à l'intérieur. À ce moment-là, ma grand-mère, qui ruminait dans son coin depuis le début, l'interrompit et nous somma d'aller nous coucher, en ajoutant que nous étions désormais interdits de sortir le soir, jusqu'à la fin des vacances. Je protestais tout en m'exécutant, suivi de près par mon cousin, qui était toujours traumatisé par ce qui venait de se passer. Nous dormions dans la même chambre, et nos lits étaient situés de part et d'autre de la pièce. Je n'étais pas très rassuré à l'idée d'aller me coucher, sachant que des êtres si étranges rôdaient autour de notre propriété. Mais nous n'avions guère le choix, si nous ne voulions pas aggraver notre cas. Nous sommes donc montés dans notre chambre, et après s'être changés, nous nous sommes mis au lit, sans dire un mot, peu rassurés. La fenêtre de la chambre n'avait pas de volet, juste de simples rideaux fins, en voile blanc. Nous étions à l'affût du moindre bruit inhabituel, mais le calme régnait alors. On n'entendait qu'une fine brise souffler à l'extérieur, faisant ainsi bouger les arbres dont nous voyions les ombres danser sur le sol et les murs de la chambre, rendant l'atmosphère encore plus angoissante. Je finis finalement par trouver le sommeil, mais celui-ci fut très rapidement interrompu. Une forte lumière scintillante et un son strident me tira hors de mon sommeil. J'eus beaucoup de peine à ouvrir les yeux, car la lumière était si intense, mais je pouvais sentir une drôle de sensation, comme si j'étais enveloppé dans une sorte de couverture invisible qui m'empêchait de bouger. Lorsque je pus ouvrir correctement les yeux, et que ceux-ci étaient à peu près habitués à la forte luminosité, je pus constater que nous n'étions pas seuls dans la chambre. Je voyais des ombres au niveau de mes pieds, mais je ne pouvais pas lever la tête. Je pus cependant la faire pivoter légèrement vers la droite, suffisamment pour voir l'horreur sur le visage de mon cousin, dont les yeux étaient écarquillés, montrant l'expression d'effroi, malgré une paralysie apparente. Je pus voir qu'au-dessus de lui se penchait une de ces immondes créatures, qui semblait lui mettre quelque chose au niveau de la poitrine. Je voulais hurler, mais j'y arrivais pas. C'était comme si la paralysie avait touché mon corps tout entier, et je sentais cette sensation d'enveloppement autour de moi, qui se resserrait de plus en plus. Soudain, la créature sembla en avoir fini avec mon cousin, et se tourna vers moi. Je pus alors voir ses grands yeux noirs et sa petite bouche. Il n'avait pas de nez, ni d'oreille, si ce n'est que des petits orifices. La créature mit une chose au niveau de ma poitrine, sur laquelle elle semblait faire je ne sais quoi, puis s'éloigna pour rejoindre les autres créatures au fond de la pièce et sortir de mon champ de vision.
C'est alors que je sentis mon corps se soulever légèrement de mon lit. Mon corps, ainsi que celui de mon cousin, se rapprochèrent, et un faisceau de lumière, encore plus intense, nous aveugla. Je sentais mon corps monter, mais j'étais incapable de dire si cela était une impression ou pas, car je ne voyais rien d'autre qu'une lumière blanche m'enveloppant. Je ne pouvais même plus distinguer mon cousin, qui était censé se tenir à côté de moi. La lumière commença à diminuer petit à petit, et je pus distinguer peu à peu les formes. Je crus apercevoir une créature, dont la tête se trouvait juste au-dessus de la mienne. C'était une vision semblable à celle qu'on peut avoir quand on est chez le dentiste et que celui-ci vous regarde. De toutes les expériences que j'ai pu vivre, c'est ce qui s'en rapproche le plus, mais celle-ci est encore plus épouvantable. Et puis j'ai senti mon corps devenir très lourd. Je ne voyais plus que la tête de cette créature. Je l'ai senti me toucher au niveau du bras. Le contact avec sa peau, une peau sèche et poudreuse, qui ne dégageait aucune chaleur, elle était ni chaude, ni froide, et tout est devenu de plus en plus sombre, cotonneux, vaporeux, et mes yeux se sont fermés. Lorsque j'ai réouvert les yeux, je me trouvais à nouveau dans ma chambre. Mon corps, encore engourdi, pouvait désormais bouger, mais chaque mouvement demandait un effort incroyable. Il y avait toujours ces lumières, mais elles étaient à l'extérieur. Je ne voyais plus que leur projection à l'intérieur de la chambre. Je tournais la tête vers mon cousin pour m'assurer qu'il était bien là, et j'ai pu constater qu'il était dans son lit, en train de dormir. Je me suis levé péniblement pour le secouer, afin de voir s'il allait bien, et il finit par sortir de ce sommeil artificiel. Il s'assit sur son lit, afin de reprendre ses esprits, et quand je suis assuré qu'il allait vraiment bien, j'ai regardé par la fenêtre, pour voir une sorte de grand engin, semblable à ce que mon grand-père avait décrit la veille, et qu'il comparait à un chapeau, mais qui de nos jours était plutôt assimilé à une soucoupe volante. J'accourus dans la chambre de mes grands-parents pour les réveiller, et leur prouver que tout ceci était vrai, pour leur raconter ce que nous venions de subir. Après avoir longuement insisté pour les réveiller, nous réussîmes avec mon cousin à les traîner devant la fenêtre, mais, à mon grand désespoir, les lumières avaient disparu. Tout était calme. Ma grand-mère nous a ordonné de retourner nous coucher, sans quoi nous serions punis encore plus sévèrement. C'était si déchirant de ne pas pouvoir se sentir écouté, alors que nous venions de vivre quelque chose de si violent et traumatisant. Nous sommes donc retournés nous coucher, en pleurant. Nous n'avons pas pu trouver le sommeil du reste de la nuit. Le lendemain matin, nous sommes descendus dans le salon, d'un pas nonchalant et résigné. Mon grand-père était assis sur son fauteuil, à lire le journal. Ma grand-mère était en train de préparer le petit déjeuner à côté, dans la cuisine. J'ai profité de l'occasion pour tenter de reparler de cette histoire à mon grand-père, en lui assurant que nous ne mentions pas. Mon grand-père déboutonna sa chemise et nous montra une marque qu'il avait au niveau de la poitrine. Il nous raconta que lui aussi avait rencontré le Bugglenose quand il était jeune et qu'il avait appris à vivre avec, mais que nous ne devions plus en parler. Je déboutonna alors mon pyjama pour constater que moi aussi, sur ma poitrine, se trouvaient 3 petits points rouges formant un triangle. Mon regard se tourna vers mon cousin qui avait déboutonné son pyjama et regardait lui aussi sa poitrine qui présentait les mêmes marques. Nous étions terrorisés, mais nous nous sommes empressés de reboutonner nos pyjamas quand nous entendîmes notre grand-mère revenir dans le salon. Nous n'avons plus abordé le sujet du reste des vacances, et mis à part les soirées que nous devions désormais passer à la maison, rien d'inhabituel ne s'était passé. Le calme était à nouveau revenu, bien que nous ayons perdu cette nuit quelque chose au fond de nous. J'avais fini par oublier, ou plutôt refouler cette expérience traumatisante, jusqu'à ce soir. Il était environ 20h, quand je rentrais des cours dans ma résidence étudiante. Et non, c'est pas possible. Mon esprit doit me jouer des tours. J'aurais juré apercevoir dans la lueur des lampadaires une silhouette, de la taille d'un enfant, avec une tête anormalement grande. Je me suis donc empressé de rentrer dans ma résidence, fermant à clé la porte de ma chambre, même si je sais par expérience que même là, je ne suis pas à l'abri s'ils viennent me chercher. Comme un réflexe, j'ai tout de suite appelé mon cousin pour lui raconter. J'attendais lui qu'il me rassure, en me disant que je me remémorais une hallucination que nous avions dû avoir étant jeunes. Mais il ne sembla pas étonné, et me répondit d'une voix triste et résignée. « Je sais, j'ai à nouveau vécu la même chose hier soir, sauf que c'était encore pire que la fois où nous étions enfants. » Cette journée allait à jamais changer ma vie. Il pleuvait, et je venais de descendre du bus scolaire qui m'avait déposé à mon arrêt. J'avais 5 bonnes minutes de marche, et je traçais ma route d'un bon pas. Non pas à cause de la pluie, mais parce que j'avais plein de choses à faire une fois rentré à la maison. Cependant, lorsque je passais à côté du parc, je ne pus m'empêcher d'entendre cette musique, et tourner la tête. Je remarquai alors qu'un petit chapiteau s'était installé dans le parc,
et un spectacle semblait s'y tenir. J'adorais tout ce qui touchait au monde du cirque, du spectacle et de l'illusion. Après tout, mes corvées de ménage attendraient. Je comptais déjà les faire ce matin, avant de partir au collège. Mais ça m'aurait mis trop en retard, et c'était là une occasion de voir quelque chose qui changeait de la routine habituelle, de ce petit patelin où jamais rien ne se passait. Je m'approchais alors du chapiteau, et y glissais la tête. C'était un numéro de ventriloque, ce que je préférais, avec la magie bien entendu. Il y avait que peu de monde, seulement 3 ou 4 parents, avec leurs enfants qui semblaient rentrer de l'école, et avaient sûrement décidé de s'arrêter là, pour s'abriter le temps que la pluie se calme un peu. Mon entrée ne fut pas des plus discrètes. Le pantin s'adressa directement à moi, et m'invita à m'asseoir pour profiter du spectacle. Il me semble que nous avons un spectateur clandestin dans l'assistance. Nous ferais-tu le plaisir de te joindre à nous? Allez, il reste encore des chaises de libre. Ne fais pas le timide. J'étais gêné, mais j'eus pas d'autre choix que de m'installer, bien que je n'appréciais guère tous ces regards désormais tournés vers moi. Une fois que je fus assis, le spectacle reprit. J'avais certes passé l'âge de rire à ces blagues toutes faites, mais je ne pouvais m'empêcher d'admirer la technique du ventriloque, qui donnait une illusion de vie à sa marionnette. Ses lèvres ne bougeaient même pas, tandis que celle du pantin n'arrêtait pas de déblatérer toutes sortes de bêtises. L'illusion, c'était ce que j'admirais le plus, être capable de faire voir une chose, alors que la réalité est tout autre. Le spectacle dura une 20aine de minutes, puis tout le monde s'en alla, sauf moi. Je restais sur ma chaise, le regard perdu dans mes pensées. Voyant que je bougeais pas de mon siège, le ventriloque finit par m'interpeller. Tu ne pars pas? Tu sais, le spectacle est fini. Ça t'a plu? Peut-être que tu voudrais apprendre les techniques de mon art. À cette dernière phrase, mes yeux se sont illuminés, et sans avoir eu le besoin de dire un mot, le ventriloque comprit clairement ma réponse. Tu veux rester, hein? Mais que vont dire tes parents? Tu devrais déjà être rentré à cette heure. Je lui ai raconté un mensonge, en lui disant que mes parents étaient absents, et rentreraient tard dans la soirée. Ce qui n'était pas tout à fait vrai, mais qu'importe. Je voulais le convaincre de me montrer ne serait-ce qu'un aperçu de ses techniques. Il ne fut pas très difficile à persuader, et une fois son pantin rangé dans sa valise, il me proposa de venir avec lui dans sa caravane, située à côté du chapiteau. La caravane n'était pas bien grande, et il s'y trouvait toute une collection de pantins. C'était fascinant. Tout paraissait magique. Cet endroit, si exigu soit-il, était une invitation au rêve. Tu vas pas rester dehors? Vas-y, entre. J'ai pas envie de rester attrapé froid sous la pluie. Je n'avais pas remarqué que j'étais resté sans bouger, après que le ventriloque m'ait ouvert la porte. Il était resté derrière moi, sous la pluie. Mais j'eus à peine le temps de mettre un pied dans la caravane, que j'entendis la valise du ventriloque se soulever, et lorsque je tournai la tête pour regarder, je vis le ventriloque m'asséner un violent coup avec sa valise, ce qui me fit perdre connaissance pendant un court instant. À mon réveil, j'étais bâillonné et attaché, pieds et poings liés. Le ventriloque se tenait à l'autre bout de la caravane, semblant préparer quelque chose. Ah, tu es réveillé. Tu vas donc avoir le privilège de connaître mon secret. Sais-tu que tout le monde ne peut pas être ventriloque? Je ne parle pas de tous ces artistes ratés qui essayent plus ou moins de donner l'illusion que leur marionnette leur répond. Non, je parle de ceux qui, comme moi, descendent d'une longue lignée. Nous ne nous contentons pas de faire croire aux gens que notre pantin vit. Nous le faisons vivre. Vois-tu, mon cher ami qui est à mes côtés? Allez, vas-y, dis un mot. Tu étais moins timide tout à l'heure durant le spectacle. Et cet homme est fou. Il parlait à son pantin. Mais celui-ci lui avait répondu, alors qu'il n'y avait aucun contact entre eux. Ses lèvres se mirent à bouger, et un son à sortir de sa bouche. C'est vrai, je suis bien vivant. Du moins, en partie. Tu vois, mon petit? Voilà mon secret. Je fais des pantins et je leur donne vie. Mais comment, me diras-tu? Tu me pardonneras de faire les questions et les réponses, mais comme tu es bâillonné, tu comprends que je dois parler à ta place. Cet homme était clairement fou. Mais il allait me donner son secret. Je voulais l'entendre. La curiosité était trop forte. J'étais fasciné, et je me disais que je trouverais bien un moyen de finir par avoir le dessus. Chaque chose en son temps. Je le laissais donc continuer. Je voulais tellement savoir. Eh bien voilà, tu vois cette mixture que je prépare? C'est une mixture assez spéciale. Elle me vient de mon grand-père qui, comme moi, était ventriloque. Connais-tu l'expression « les yeux sont les fenêtres de l'âme » Cette expression, avant d'être connue du grand public,
était aussi notre devise depuis des siècles. Nous avons le pouvoir d'enfermer l'âme d'une personne dans ses yeux grâce à cette mixture que je suis en train de préparer. Au début, ce pouvoir, venu tout droit de la sorcellerie, servait justement à combattre les sorciers et les sorcières, ainsi que tout être maléfique, pour éviter à leurs âmes impures de revenir hanter les vivants ou leurs bourreaux. Ces abominations se voyaient retirer leurs yeux avant leur exécution. Les yeux étaient plongés dans ce liquide. Une fois les propriétaires décédés, leurs âmes rejoignaient leurs yeux à l'intérieur de ces bocaux. On pouvait même entendre à travers le bocal le cri étouffé, suppliant qu'on les libère. Cependant, avec la disparition peu à peu de toutes ces créatures et de toutes ces pratiques déviantes, notre activité a commencé à amorcer un déclin, mais par chance, peu de temps après est apparu un art nouveau, vers la fin du XVIIIe siècle. L'art de donner vie à de simples marionnettes, la ventriloquie. Un de mes aïeuls a décidé de se livrer à une expérience. Travaillant comme médecin, il était facile pour lui de se procurer des yeux sur de pauvres malades, sans famille, dont la mort passerait inaperçue et finirait de toute façon dans une fosse commune. Qui suspecterait un médecin de meurtre sur un patient âgé et isolé? La technique est simple, mais délicate. Il faut prendre soin de retirer les yeux de la victime sans trop les abîmer. Sans quoi, le rituel ne peut marcher. C'est donc délicat, car la victime va chercher à se débattre. C'est pourquoi, de nos jours, il est préférable d'injecter un liquide paralysant, comme celui que je t'ai administré, et qui devrait commencer à faire effet. La méthode que je préfère pour retirer les yeux est celle de la cuillère. C'est simple, et ça n'abîme pas l'œil si on sait s'y prendre. Mais une fois l'œil sorti de son orbite, il faut prendre soin de bien sectionner le nerf optique, sans abîmer le globe oculaire. Mais bon, pas de panique, si un œil est abîmé, il faut redoubler d'efforts pour le second. C'est l'avantage avec les yeux, on a 2 chances. Mais avoue qu'un pantin avec un seul œil, c'est beaucoup moins bien. Une fois que les yeux sont retirés, il suffit de les plonger dans ce liquide, pendant 1 semaine, jusqu'à ce que le liquide soit totalement absorbé par ceux-ci, les faisant ainsi doubler de volume. Ensuite, soit on les laisse dans leur bocal, soit, comme moi, on en fait des pantins de ventriloque. Tu vois, c'est pas sorcier. Cet homme était fou, mais son récit encore plus. Un tel pouvoir surpasse l'illusion elle-même. Pourquoi se donner du mal à créer une illusion quand on possède un tel pouvoir? J'attendais que cet abruti daigne enfin me détacher. Il m'avait peut-être injecté un paralysant, mais je comptais pas me laisser faire sans me défendre. Il s'approcha alors de moi avec sa cuillère et commença à desserrer mes liens. Une fois entièrement détaché, je pus enfin lui montrer que moi aussi, je cachais un grand pouvoir qui le dépassait largement. Et oui, les lycanthropes, même drogués, restent des créatures très rapides, et à peine eut-il le temps de réaliser ce qui se passait, que je me trouvais déjà derrière lui. Je lui arrachai la cuillère des mains, le faisant saigner abondamment, grâce à mes ongles bien aiguisés, et une fois plaqué au sol, je lui ai retiré délicatement ses yeux, comme il me l'avait si bien appris, suivant scrupuleusement ses instructions. Je suis un très bon élève, même mes professeurs le disent. Quel drôle de hasard quand on y pense. Ma famille a été persécutée par des gens de sa lignée, et sans le savoir, le destin avait placé cet individu sur mon chemin. Peut-être était-ce lui, ou un de ses semblables, qui avait tué mes parents loups-garous, ce qui était la cause de toutes mes souffrances aujourd'hui, et me faisant aller de famille d'accueil en famille d'accueil. Quelle ironie, pris à son propre piège, et bientôt enfermé dans un corps de pantin. Car oui, aujourd'hui, j'ai enfin trouvé ma vocation. Je serai ventriloque, et cet imbécile, mon compagnon de tournée. Voilà mon histoire, mais à présent, il faut que je rentre. Comme je vous l'ai dit au début, j'ai du ménage à faire, et je vous assure que c'est pas une mince affaire de nettoyer toute la maison, après qu'on ait massacré sa famille adoptive. Je devais avoir 6 ans quand nous avions emménagé dans cette maison. Ça me faisait tout drôle de passer d'un appartement à cette si grande maison. Je pouvais naviguer à ma guise entre les étages, sortir dans le jardin. Partout j'étais chez moi. Ça me paraissait si grand à l'époque. Le caractère ancien de la maison lui donnait en quelque sorte une certaine noblesse. Je m'y sentais comme dans un château. Mais quand on vit dans un lieu chargé d'histoire, il faut aussi cohabiter avec ses fantômes. Au début, tout allait bien. Ma chambre était grande. Je pouvais y étaler tous mes jouets,
un vrai paradis. Ce n'est qu'au bout de quelques mois que l'atmosphère vint à changer. Je me souviens quand tout a commencé. C'était une nuit. Je cherchais le sommeil quand mon attention fut attirée par une respiration à mes côtés. Naïvement, je pensais que ma mère ou mon père se trouvaient dans ma chambre, sûrement pour voir si je dormais bien. Mais lorsque j'ouvris les yeux, je ne vis rien. Ma chambre était éclairée par la lumière du couloir qui passait par l'entrebâillement de la porte, ce qui me permettait de voir que personne ne se trouvait là. Peu rassuré, je me suis mis instinctivement sous les draps et ai refermé les yeux. C'est alors que, faisant davantage attention aux moindres petits détails, je sentis quelque chose se poser à côté de moi, creusant le matelas comme si quelqu'un s'y était assis. Puis j'entendis la respiration se rapprocher. Je n'avais plus de doute. Il se passait quelque chose. Timidement, j'approchai la main de l'endroit où le matelas formait un creux. Mais plutôt que de buter contre quelqu'un ou quelque chose qui aurait dû se trouver là, ma main continua pour aller jusqu'au fond du creux qui s'était formé. La respiration se fit de plus en plus forte, et pris de panique, je me mis à hurler. Au bout d'un moment, mes cris ont alerté mes parents qui sont venus voir ce qui n'allait pas, et je leur racontais ce qu'il venait de se passer. Mais comme tous les parents, ils mirent ça sur le compte de mon imagination, prétextant que la respiration que j'entendais était la mienne, et qu'à partir de ça je m'étais fait un film. Je n'ai pu trouver le sommeil cette nuit qu'avec la lumière de ma chambre allumée. Après ces événements, j'ai été tranquille un moment, avant que ça ne se reproduise, et à chaque fois, le déroulé des événements était le même. Je finissais par céder à la panique, lorsque la présence se faisait de plus en plus proche et insistante, mes parents finissant toujours par venir dans ma chambre, voyant que je n'arrêtais pas de crier de plus en plus fort. Les rencontres avec cet être venaient fréquemment, jusqu'à ce que je finisse par l'entendre toutes les nuits. Avec le temps, j'ai appris à surmonter la peur. Je me cachais systématiquement sous mes draps. J'avais pris l'habitude de l'entendre arriver, s'asseoir à côté de ma tête, respirer au-dessus de moi. Je sentais même parfois une légère pression sur mon épaule. À ce moment-là, je ne pouvais plus me contenir, et je me mettais de nouveau à hurler. Une autre nuit, alors que j'avais la tête sous les draps, comme à mon habitude, afin de me prémunir de ses venues, je regardais la lumière du couloir au travers de mes draps, comme pour me rassurer. Je regrette encore de l'avoir fait, car ce que j'ai vu me saisit de frayeur. Au début, je pensais que c'était ma mère qui venait. J'avais vu une ombre arriver devant ma porte. Je restais en silence, attendant un mot de sa part, mais au lieu de ça, je vis l'ombre disparaître dans le mur, comme si elle se fondait dans celui-ci. Voulant en avoir le cœur net, je sortis ma tête des draps pour mieux voir ce qu'il en était, mais il n'y avait plus rien. Je cherchais à me convaincre que ça devait être ma mère qui était passée par là, avant d'aller se coucher. Mais le lendemain, lorsque je lui posais la question, elle me dit qu'elle n'était pas passée par le couloir, et que je devais avoir rêvé, une fois de plus. Tout ceci venait s'ajouter à ce que je vivais déjà presque toutes les nuits. En plus de le sentir, je pouvais désormais voir son ombre. Depuis cette nuit-là, je refusais d'ouvrir mes yeux une fois sous les draps. Le bruit de sa respiration, ainsi que sa présence, était déjà au-delà de ce que je pouvais supporter. Un autre soir, ça devait être en été car il faisait chaud. J'avais baissé ma couette au niveau de la taille, tout en gardant ma tête sous les draps. Comme d'habitude, la respiration arriva. Puis le matelas se déforma, comme si quelqu'un s'était assis à côté de ma tête. Mais cette fois-ci, il y eut une chose en plus. Je sentis la couette se soulever, pour retomber et recouvrir ma tête. Mais les manifestations ont continué à s'amplifier. Je me souviens très bien de ce jour. C'était un samedi matin, et je devais avoir 11 ans. Je venais de me réveiller. Il faisait jour. Je me sentais en sécurité et sachant que je n'avais pas à aller à l'école, je profitais de la chaleur de mon lit. J'étais étendu de tout mon long. Mon bras gauche dépassant du lit, mes doigts frôlant la moquette de ma chambre. Je savais que le jour, il ne pouvait rien m'arriver. J'avais totalement relâché ma garde. C'est alors que je sentis un violent coup, semblable à un coup de fouet, contre mon bras gauche, me procurant une douleur immense et une peur tout aussi intense. Par réflexe, je me suis mis en boule sous les draps, et j'entendis à nouveau cette respiration, devenue si familière, ainsi que cette sensation que quelque chose s'était assis sur mon lit. Il était là. Ces phénomènes ont duré toute mon enfance et mon adolescence. Avec le temps, j'ai appris à vivre avec, à les ignorer autant que possible. Et puis j'ai déménagé. Je retournais dans un appartement mais j'étais content. Je quittais cette vieille maison, je laissais cette chose derrière moi, et le fait de me savoir entouré de voisins me rassurait en quelque sorte. Tout allait bien, et comme pour fêter cette nouvelle vie, j'avais entièrement personnalisé ma nouvelle chambre, d'un style contemporain, histoire de me dire que le passé était désormais derrière moi.
Ce style venait trancher avec celui de mon ancienne chambre, qui était resté dans un look des années 70, et que nous n'avions jamais refait, car nous n'étions que locataires, et que sûrement les propriétaires s'y étaient opposés. Une nuit, alors que je cherchais le sommeil, je m'amusais à repenser à ce temps, où ce je ne sais quoi me causait ces terreurs nocturnes. Je m'en moquais désormais, le sachant loin de moi, sûrement coincé dans cette maudite baraque. Je n'aurais pas dû me montrer si sûr de moi, car au même instant, comme s'il ne m'avait jamais quitté, j'entendais à nouveau cette respiration se rapprocher de moi. Était-il resté caché pendant tout ce temps? Dans quel but? Pourquoi revenait-il? Je n'eus pas de réponse à toutes ces questions, mais comme un avertissement, pour me montrer qu'il était là et qu'il contrôlait mes peurs. Bien qu'ayant la tête sous les draps, mes yeux fermés, je vis une image s'imprimer dans ma tête. Je vis son visage. Ça fait 5 jours qu'ils sont là maintenant. Ils s'embrodaient dans tout le quartier, et même au-delà. La première fois que j'en ai vu un, c'était mardi soir avant de me coucher. Je sais pas depuis combien de temps il était là à me regarder en silence, alors que je m'endormais paisiblement devant la télé. Je l'ai aperçu lorsque je me suis approché de la fenêtre pour baisser les volets. J'ai alors vu une forme, avec 2 yeux me fixer de l'autre côté. J'ai sursauté avec un mouvement de recul, ce qui le fit s'envoler. Cette chose ressemblait à rien de connu. C'était pas un oiseau, ça ressemblait à un gros insecte, mais avec une tête à moitié humaine, dégarnie, et de petits yeux rouges. Je me suis précipité pour fermer tous les volets. Et puis une fois que j'ai barricadé tout mon appartement, je suis allé sur les réseaux sociaux pour voir si d'autres personnes avaient vu cette même chose. Je suis tombé sur un post d'une de mes collègues de travail. Elle disait s'être fait attaquer par d'autres de ces créatures en rentrant chez elle dans la soirée. Elle habitait à plusieurs pâtés de maison de chez moi. Suite à son post, j'ai essayé de la joindre, mais j'ai pas réussi. Je tombais à chaque fois sur sa boîte vocale. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur d'Esther. Je ne peux pas vous répondre pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message. J'espérais qu'il lui était rien arrivé. Les choses allaient en s'empirant. Et le phénomène semblait toucher toute la ville désormais. Un ami qui habitait à l'autre bout de la ville m'a passé un coup de fil. Il était paniqué. Allô, tu m'entends? Il y a des espèces de bestioles qui volent partout autour de ma voiture et j'arrive pas à les semer. Attends, calme-toi. T'es où, là? Je suis sur la voie 4, je me casse. En ville, tout le monde se fait attaquer dans les rues. J'ai juste eu le temps de monter dans ma voiture, mais elle me lâche pas. Putain, c'est chier! L'appel s'est coupé. Et j'ai jamais pu rappeler mon ami. Quelques heures après, c'est tout le réseau qui est tombé en rade, suivi d'une coupure de courant générale. On est dans le noir total. Au moment où le blackout a commencé, j'ai pu entendre des voix qui provenaient des appartements voisins. Quelques-uns d'entre eux sortaient de leur appartement pour voir jusqu'où allaient ces coupures. Des voix se firent entendre dans le hall de l'immeuble, puis à l'extérieur. Au bout d'un moment, les voix sont transformées en cris. Ces choses commençaient à s'en prendre aux personnes qui avaient osé s'aventurer hors de l'immeuble. Certains eurent le temps de rentrer. Leurs cris résonnaient désormais dans les couloirs. Mais les hurlements de douleur à l'extérieur laissaient entendre que les autres n'avaient pas eu le temps de rejoindre la porte de l'immeuble. Puis, ces hurlements finirent par s'éteindre et ont laissé place à d'autres cris, des cris d'effroi, qui venaient des personnes qui s'étaient réfugiées à l'intérieur et qui regardaient ce spectacle macabre au travers des portes vitrées du hall d'entrée. Soudain, j'ai entendu une série de coups, suivis de cris, puis une vitre se brisait. Ils avaient apparemment fini par rentrer, et maintenant ces choses rôdaient dans les couloirs. Ils s'en prenaient à tous ceux qui se trouvaient sur leur passage. Au bout d'un moment, les bruits se turent, et un silence de mort régna dans tout l'immeuble. Plus personne n'osait faire aucun bruit, de peur d'être repéré. Des sortes de claquements résonnèrent dans les couloirs de l'immeuble. Ces claquements venaient de ces horribles bestioles. Ça donnait l'impression que les claquements se répondaient entre eux. C'était comme si les créatures communiquaient les unes avec les autres. Elles devaient sûrement attendre que quelqu'un sorte pour l'attaquer. Combien de temps allait-elle rester là? J'espérais que la police ou l'armée viennent pour les exterminer. Mais mystérieusement, tous les bruits de la circulation habituelle et les sirènes s'étaient arrêtés progressivement. La ville semblait plongée dans un silence de mort. Nous étions livrés à nous-mêmes. Je m'assurais une dernière fois que j'étais bien barricadé, avant d'aller me coucher.
J'ai eu du mal à trouver le sommeil, et quand je finis enfin par m'endormir, des coups et une voix qui venait de la porte d'entrée m'ont tiré de mon sommeil. Alan, réveille-toi, Alan, c'est moi. Ouvre-moi vite. François? Mais... François? Oui, c'est moi. Ouvre-moi vite. Attends, j'arrive. Mais comment t'es venu jusqu'ici? Je te croyais mort après ton appel. Je t'expliquerai, mais ouvre-moi vite. Je m'apprêtais à déverrouiller la porte quand je reconnus ces claquements que j'avais entendus la veille. François, t'es sûr que tout va bien? Oui, mais s'il te plaît, ouvre-moi vite. Je sais pas ce qui m'a poussé à le faire, mais j'ai jeté un regard par l'œilleton électronique de la porte, juste pour m'assurer. Cet œilleton était équipé d'une caméra infrarouge, ce qui me permit de voir à peu près correctement dans l'obscurité totale du couloir. C'était bien François, ou du moins ce qu'il en restait. Il semblait contrôlé par une de ces bêtes qui se trouvait juste derrière lui, et avait planté une sorte de membrane dans sa nuque. Cette membrane qui partait de la créature semblait pouvoir contrôler mon ami, et lui faire dire ce qu'elle voulait, avec sa voix, ses expressions, et même ses souvenirs. J'étais sous le choc, j'avais plus de voix. J'ai décidé de l'ignorer, et je suis retourné dans ma chambre, afin de reprendre mes idées. Ces créatures pouvaient contrôler leurs hôtes, mais dans quel but? Mes pensées furent interrompues par des coups de plus en plus forts sur ma porte d'entrée. Voyant que je répondais plus, cette chose cherchait à rentrer par n'importe quel moyen. Ceci dit, ma porte pouvait résister, et au bout de quelques minutes, les coups ont cessé. Cependant, j'étais pris au piège. Je serais très vite à court d'eau et de nourriture. Alors, j'ai eu une idée. Je possédais une vieille radio à pile. Elle devait se trouver dans un de mes placards. Peut-être qu'en captant une station, j'arriverai à savoir ce qui se passe à l'extérieur. Mais ça n'a rien donné. Malgré tout, c'était mon seul espoir. Et chaque jour, à intervalles réguliers, j'allumais la radio. Et je parcourais toutes les fréquences, à la recherche d'une transmission. Ce n'est que ce matin que j'ai enfin vu les résultats. J'ai enfin fini par tomber sur un bulletin d'urgence émis sur toutes les fréquences. Avis à la population. Ne sortez de chez vous sous aucun prétexte. Ces créatures sont extrêmement hostiles. Nous sommes en train de les combattre et avons trouvé leurs points faibles. La situation s'améliorera dans quelques jours, mais ne sortez pas tant que toutes ces créatures ne sont pas entièrement neutralisées. Pensez bien à vous barricader, verrouillez vos portes, fermez vos volets. Pensez aussi à boucher vos conduits d'aération. Oh merde, les conduits d'aération. Nous étions les meilleurs amis. La dernière fois que l'on s'est vus, nous n'étions encore que des enfants. Je me souviens de ce jour où tu m'as dit que tu déménageais, car ton père avait trouvé un nouveau travail à l'autre bout du pays. Je me souviens de la tristesse qui m'a envahi à cet instant, sachant que l'on ne pourrait plus jamais se revoir. Nous étions les meilleurs amis. Nous jouions ensemble tout le temps. Nous nous racontions tous nos secrets. J'ai eu certes quelques amis depuis ton départ, mais ils ont tous fini par m'ignorer au bout d'un moment, avant de partir ailleurs, eux aussi. Je n'ai jamais retrouvé cette complicité qu'on avait. Et puis ce jour est arrivé. Au début, j'en ai pas cru mes yeux quand je t'ai vu descendre de la voiture qui venait de se garer devant ton ancienne maison, qui était désormais à vendre. Tu avais tellement grandi. Tu avais aussi une femme et un fils. Tu avais fait le choix de revenir dans la maison de ton enfance, et à ce moment-là, j'ai compris que nous allions nous retrouver. Ma joie a explosé, mais je n'ai pas osé me montrer tout de suite. Je voulais être prêt, trouver les mots justes pour nos retrouvailles. Je voulais que tout soit parfait. Pendant des semaines, je me suis demandé ce que je devais te dire. Devais-je juste venir te saluer en me présentant? Ou alors, un simple regard aurait suffi? J'ai aussi répété ce que j'allais te dire pour t'aider à te souvenir, au cas où. Je t'avais attendu depuis toutes ces années, sans trop y croire, un peu comme on attend une chose dont on ne sait qu'elle ne viendra jamais, afin de garder un semblant d'espoir. Cependant, une fois ce moment arrivé, je ne savais pas quoi faire. J'avais pourtant rêvé cet instant. Je l'avais vécu dans ma tête un millier de fois et de façon toujours différente. Mais là, ça se produisait pour de vrai. Et j'étais bloqué. J'avais peur. Et puis un jour, j'ai décidé de franchir le pas.
L'envie a été plus forte que l'appréhension. Je suis sorti et je me suis présenté à toi, mais tu ne m'as pas reconnu. Tu m'as même ignoré. Tu semblais ne plus avoir aucun souvenir de moi. J'ai pourtant tout essayé pour te faire te souvenir, mais rien à faire. Tu restais de marbre. J'étais dévasté, mais ce n'était pas de ta faute. Je ne pouvais pas t'en vouloir pour ça. Alors, je n'ai rien dit. Je me suis retiré et j'ai pleuré pendant des heures. Puis, ton fils est venu me voir. Il m'avait entendu et m'a demandé pourquoi je pleurais. Je ne lui ai pas dit au début les raisons de mon chagrin. Je ne voulais pas qu'il t'en parle car, si tu avais fait le choix de m'oublier, même si cela était une douleur atroce pour moi, tu devais sûrement avoir tes raisons. Et puis, à quoi bon tenter de reconstruire une amitié quand l'autre n'en a plus aucun souvenir? Ton fils a continué à venir me voir. Il se confiait de plus en plus à moi. Je me disais qu'il était en train de recréer ce lien qui nous unissait, toi et moi. Et ça avait suffi à me consoler. Nous passions des heures à parler, à jouer ensemble. J'avais même l'impression que c'était toi qui étais revenu. Tout allait si bien, jusqu'à ce qu'il te parle de moi et te dise mon nom. En un éclair, tes souvenirs qui s'étaient effacés avec les années sont revenus. Et je ne sais pour quelle raison, toi qui m'aimais autant, as pris peur. Tu as interdit à ton fils de continuer à me parler. Lui-même ne comprenait pas le mal qu'il y avait à ça. Et c'est alors que tu as décidé de déménager, comme tes parents, il y a 25 ans. Mais cette fois-ci, je ne pourrais laisser les choses se faire. Je refuse de souffrir à nouveau. À l'époque, tu m'avais dit que ton père avait trouvé un nouveau travail. Mais en écoutant une de tes conversations avec ton épouse, j'ai en fait appris que la vraie raison du déménagement était que tu semblais avoir un ami imaginaire qui prenait de plus en plus de place dans ta vie, t'isolant des autres enfants. Par peur et aussi par ignorance, tes parents ont alors décidé de déménager loin d'ici, pensant que tu finirais par m'oublier, ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui. Cependant, je suis bien réel et les choses ne se passeront pas de la même manière cette fois-ci. Je ne veux pas perdre de nouveau mon meilleur ami. Je t'entends frapper contre la porte de sa chambre pour y entrer et venir me le prendre, mais je n'ouvrirai pas cette porte. Ton fils est en train de pleurer dans un coin de sa chambre et, à cause de ce que tu lui as dit, il refuse de me suivre dans le placard. J'use de toutes mes forces pour les traîner, car une fois dedans, il me rejoindra dans mon monde. Et je sais que là, loin de ton emprise, nous deviendrons les meilleurs amis. Pour toujours. Initialisation de la séquence d'allumage de l'unité de gestion orbitale UGO. Mise en orbite autour de la planète Vénus. Altitude actuelle 532 km. Descente progressive vers l'altitude de croisière orbitale à 400 km. Salut Hugo, tu peux me donner les caractéristiques atmosphériques actuelles de la planète s'il te plaît? Bonjour Victor. Présence d'orages à divers endroits de la planète avec une température moyenne au sol de 468 degrés Celsius. Repérage de plusieurs sites d'atterrissage possibles en cours. Putain, c'est quoi ce bordel? Détection d'une éruption solaire. Provenance imminente d'une éjection de masse coronale pouvant mettre en difficulté les systèmes électriques du vaisseau. Maintien de l'orbite incertain. Crash possible sur la planète. Veuillez préparer le module pour un atterrissage d'urgence sur la planète. Localisation d'un site d'atterrissage d'urgence. Site d'atterrissage viable localisé. Ishtar Terra. Température au sol de 453 degrés Celsius. Vent de 90 km/h. Averse d'acide sulfurique. Départ du module prévu dans moins de 2 minutes. Ok Hugo, bascule les réserves d'eau et d'oxygène vers le module. Transfert des réserves d'eau et d'oxygène en cours. Bonne route Victor. Merci Hugo. Je te recontacte une fois à la surface pour faire un point sur les dégâts. Veille à ne pas t'écraser s'il te plaît. Possibilité de crash avec la planète estimée à 89%. Super, c'est vachement rassurant.
C'est bon Hugo, je suis dans le module. Tu peux procéder à l'éjection. Éjection dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Détachement du module. Ici Victor pour Hugo. Tu peux me faire un état des systèmes du vaisseau? Victor pour Hugo. Tu peux confirmer réception? Mais merde. Journal de bord de la mission Venus Hop Orbiter. 2e jour sur la planète. Toujours aucune nouvelle du vaisseau. Le ciel a pris une teinte pourpre. Je sais pas ce qui se passe, mais il semble que quelque chose s'est passé avec le soleil. Journal de bord de la mission Venus Hop Orbiter. 3e jour sur la planète. J'ai l'impression que la luminosité a encore diminué. Mes ressources en eau et en oxygène ont diminué de moitié. Il me reste approximativement 2 jours d'autonomie. Je sais pas si le vaisseau s'est craché. Si c'est le cas, j'ai plus que 2 jours avant de manquer d'oxygène. Hugo à Victor. Désolé pour le silence. Mes systèmes de transmission n'étaient plus opérationnels. J'ai dû lancer une séquence de réinitialisation. Hugo! Parce que je suis content. Tu peux me faire un état du système à bord? Tout est opérationnel. Les réservoirs d'eau et d'oxygène sont pleins. Les cultures alimentaires n'ont pas souffert de la panne. Un retour est envisageable. Que comptes-tu faire? Ok, je retourne à bord. Prépare l'amarrage du module. Peux-tu me transférer les coordonnées pour le calcul de la trajectoire? Transfert des données en cours. Prêt pour amarrage. Oh, ce que ça fait du bien de sortir de ce module. Ouh. Hugo, mets-moi en communication avec la Terre, s'il te plaît. Canal de réception introuvable. Il semblerait que les communications avec la Terre ne soient pas rétablies. C'est pas possible. T'es sur le bon canal? Balayage des fréquences en cours. Aucune réception trouvée. Eh merde. Bon, on verra ça plus tard. Prévoir un retour d'urgence vers la Terre. Très bien. Calcul de la trajectoire en cours. Trajectoire calculée. Temps du voyage estimé à 142 jours. Journal de bord de la mission Venus Hop Orbiter. 121e jour de la mission. Je prévois un tour d'urgence vers la Terre. Mes craintes se sont confirmées à mon retour sur le vaisseau. Le soleil a pris une teinte pourpre, et sa luminosité a sérieusement diminué. J'en connais pas la cause. Journal de bord de la mission Venus Hop Orbiter. 161e jour de la mission. Ça fait 40 jours que le vaisseau a quitté l'orbite de Vénus. Le soleil est réduit à un petit point, de couleur pourpre. Encore moins lumineux qu'une naine rouge. Je comprends pas ce qui se passe. Le soleil semble s'éteindre, mais ça ne ressemble en rien à la mort d'une étoile. Quelque chose a dû modifier sa composition, c'est pas possible. Journal de bord de la mission Venus Hop Orbiter. 184e jour de la mission. Je suis plongé dans le noir. Le soleil est disparu. Ou c'est totalement éteint, je sais pas. Je vois que les étoiles. Tout est extrêmement sombre. Journal de bord de la mission Venus Hop Orbiter. 262e jour de la mission. La Terre devrait être atteinte demain, mais sans soleil, il m'est impossible de la visualiser. Journal de bord de la mission Venus Hop Orbiter. 263e jour de la mission. Je suis apparemment arrivé là où devrait se trouver la Terre, mais y a rien. Le vaisseau ne la localise pas non plus. C'est comme si tout avait disparu, je comprends pas. Je viens de penser à une théorie, et ça me fait froid dans le dos. Si le soleil s'est effondré sur lui-même, il se peut que la gravité ait subi un changement brutal, et que les autres astres aient dérivé de leur orbite. Si c'est le cas, ça expliquerait que la Terre soit pas à l'endroit prévu. Mais ça veut dire que toute vie a disparu sur la planète, qui n'est plus qu'un gros rocher à la dérive. Dans tous les cas, je suis condamné à finir ma vie dans ce vaisseau. Journal de bord de la mission Venus Hop Orbiter. 268e jour de la mission. Après plusieurs jours à perdre espoir, je vois une lueur dans l'espace. Il semblerait que le soleil soit en train de revenir. C'est totalement impossible. Ça défie toutes nos connaissances. Je peux pas expliquer ce qui cause ce phénomène. Je suis peut-être le seul humain encore en vie à voir ça. Mais c'est si beau. Victor, je détecte une planète à proximité du vaisseau. Au vu de mes premiers calculs, cela correspond à la Terre. Que dois-je faire? Hugo, mets le cap sur la Terre, on rentre à la maison. Calcul de la trajectoire en cours. Trajectoire calculée. Durée du trajet estimée à 9h30. Venus Hop Orbiter à la Terre. Est-ce que tout va bien ici? Avons dû rentrer en urgence, me recevez-vous? Venus Hop Orbiter à la Terre, je répète, devons rentrer en urgence, confirmez réception. Hugo, prépare le module pour un retour de mission. Fais-le atterrir à ses coordonnées s'il te plaît. Préparation du module en cours. Module prêt pour retour sur Terre. Merci. Je change de fréquence pour tenter de contacter la Terre, une fois que je serai rentré dans l'atmosphère.
Détachement du module. Bonne route. Hugo à Victor, annule le retour. Selon mes derniers calculs, il ne s'agit pas de la Terre. Les données atmosphériques sont proches, mais il ne s'agit pas d'une planète connue dans le système solaire. Détection de forme de vie inconnue à sa surface. Victor, annule le retour. Victor, merci de confirmer réception du message. Victor ? Cette petite rétrospective est désormais terminée. Une autre suivra vers le printemps, si celle-ci vous a plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'au bout. En 2021, je continuerai de vous procurer des frissons, avec des histoires tout aussi angoissantes. Le psychophage doit faire son retour depuis un bon moment. J'espère que ça arrivera bientôt, tout comme le prochain épisode est des Dalles qui Moret. Je prépare également une petite adaptation animée d'un thème qui me plaît beaucoup, mais je ne vous en dis pas plus pour le moment. Sur ce, je vous souhaite une excellente année 2021 et que vos nuits soient remplies de beaux cauchemars.